bienvenue au vice-premier ministre Liaou dans cet hémicycle, auquel il est habitué d'ailleurs. Nous vous souhaitons la bienvenue et à l'ensemble de l'équipe très costaud qui vous accompagne. Honorables députés, chers collègues, le deuxième et troisième point de notre ordre du jour appelle l'examen et le vote de deux projets de loi suivants. Un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juin 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le deuxième projet, c'est le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/03 du 15/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents et des carrières des services publics de l'État. Nos délibérations sur ces deux projets de loi débutent par le débat général, conformément à l'article 158 de notre règlement intérieur. À cet effet, j'invite messieurs les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics à prendre la parole pour nous présenter l'économie de chacun de ces deux textes de loi. Vous avez la parole, monsieur le vice-premier ministre. Ah, il y a le fossé qui était là. Excusez-moi, monsieur Liaou. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et estimés collègues, je prends parole ce jour par une motion d'information portée à votre connaissance d'énormes difficultés que traversent les agents publics de l'État dans mon territoire de Bassam-Kouchou. Les agents et fonctionnaires de l'État de mon territoire en général et ceux de la santé, de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté en particulier connaissent des difficultés énormes en ce qui concerne leur mode de paiement des salaires. Cette situation sociale précaire et alarmante se résume, entre autres par les omissions de noms à répétition sur les listes de paye, le nombre élevé de nouvelles unités majoritairement dans le secteur de la santé et de l'éducation, le nombre élevé des agents matriculés non payés, le retard prolongé de paye allant jusqu'à 2 mois sans être payé dans le territoire de Bassam-Kouchou. Quant au secteur de la santé, il convient de retenir les difficultés et défis suivants. Manque de mécanisation des agents du secteur de la santé, manque de médicaments et manque de matériel spécialisé, manque de moyens de transport, les infrastructures sanitaires dans un état de délabrement très avancé, des médecins affectés dans les différents hôpitaux et centres de santé de référence travaillant sans prime de risque. S'agissant des agents porteurs de numéros de matricule mais qui ne sont pas encore payés. Là, vous êtes en train de nous présenter un plan du développement de Bassam-Kouchou ou bien vous faites une motion et vous résumez, vous dites que nous avons des problèmes de mécanisation de certains agents, retard de paiement, mode de paiement. Vous nous écrivez, on transmet au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Ministre de la président, par rapport à cette situation. Oui, non, je n'engage pas un débat avec vous. Je suis en train de vous dire comment procéder, puisque nous n'allons pas suivre vos 25 pages ici. Alors que c'est beaucoup, j'ai déjà vu ce que vous êtes. Non, non, c'est 2 pages seulement. Il reste 2 pages, c'est ça? Non, non, je suis à la fin. Bon, je vous accorde 3 minutes, vous terminez. Nous avons un nombre des agents matriculés mais non payés qui s'élève à 1666
dont 800 à la fonction publique, 630 à la santé et 236 à l'enseignement national. En ce qui concerne les agents non payés, à l'éducation, nous avions introduit les listes déclaratives au niveau du secrétariat général à l'éducation, mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu une suite quant à ça et la situation persiste, honorable président. J'ai dit. Merci, honorable Fossé. Je n'oublierai plus, ni ne ferai plus de confusion de l'opposé, d'ailleurs qui est déjà sorti, et le Fossé. Ah, il est là. Non, il n'est pas là, il est sorti. Et Soumeil d'ailleurs, tous les groupes là. Honorable député, chers collègues, nous allons à présent, l'émotion ça sera après, sinon le ministre doit rentrer en conseil des ministres après. Nous allons inviter le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, à prendre la parole pour nous présenter l'économie de chacun de ces deux textes de loi. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus et représentants légitimes de notre peuple. Je voudrais avant tout, honorable Président, vous exprimer toute ma gratitude pour la sportivité, la diligence et la promptitude avec lesquelles vous avez daigné accepter d'offrir au gouvernement de la République l'occasion de présenter à travers mon ministère le deux projets de loi cités par votre autorité, nonobstant les impératifs du calendrier parlementaire. Le même remerciement, je les adresse aux honorables députés. Cette prédisposition républicaine démontre à suffisance combien la Chambre que vous présidez si habilement porte bien à cœur le fonctionnement de nos services publics. Mieux, la situation du fonctionnaire congolais éprouve par ailleurs votre volonté, derrière celle du président de la République, chef de l'État, à doter notre pays d'une administration publique qui soit véritablement à la hauteur de sa grandeur. Dans cette occurrence, je voudrais ici saluer les grands travaux d'accompagnement institutionnel et républicain que vous abattez ici dans ces temples sacrés de la démocratie, chaque jour qui passe, afin de rendre possible le rêve que nous avons tous en partage, celui de l'avènement dans notre pays d'une administration publique efficace, efficiente, intègre, au rendez-vous du rendement et des résultats. Grâce notamment aux réalités découvertes lors de vos vacances parlementaires dans vos circonscriptions respectives, vous avez eu à maintes reprises, y compris lors de différentes plénières d'adoption
de loi de finances a tiré la sonnette d'alarme de votre gouvernement sur les différentes préoccupations des agents et fonctionnaires de l'État de l'ensemble du territoire national, spécialement ceux servant dans l'arrière-pays, dont les conditions de travail sont bien souvent jugées précaires, et c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que je parle des fonctionnaires de l'arrière-pays, permettez-moi, honorable président, d'exprimer toute ma sympathie et ma solidarité à l'endroit des milliers d'agents publics de l'État, ainsi qu'à tous nos compatriotes dans la partie est de notre pays qui traversent des moments particulièrement difficiles. Qu'ils soient rassurés que tout est mis en œuvre, afin de mettre un terme à ces cauchemars qui n'a que trop duré. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable députés nationaux, dans son livre « L'essence de la décision », Graham Allison, chercheur et homme d'État américain, a noté, je cite, « Décider sans connaître, c'est choisir les yeux bandés. » Fin de citation. Ayant pris toute l'importance de cette citation et avant donc de vous présenter l'économie de projets de textes législatifs pour lesquels votre institution m'a fait l'honneur d'être invité à cette tribune, et dans le but de permettre aux honorables députés de saisir profondément l'esprit des innovations portées par les dits textes, vous me permettrez, honorable président, de profiter de cette opportunité afin de présenter succinctement, très succinctement, quelques éléments de contexte pouvant permettre à votre auguste chambre de lever les options qui s'imposent. Honorable président, honorables députés nationaux, il n'est un secret pour personne que notre administration publique est souffrante et nécessite une thérapie de choc. Si hier, elle était dans un coma profond, aujourd'hui, on peut affirmer qu'elle y est sortie, elle a ouvert les yeux, elle parle, elle s'alimente, mais elle est encore alitée et en plein traitement. Et les textes que nous venons très respectueusement soumettre à votre examen s'ajoutent donc sur la batterie des réformes que nous avions eu à porter ces dernières années afin de redresser la situation. Ainsi que vous le savez, le développement socio-économique de toute nation est en dépendance directe du degré d'organisation et du bon fonctionnement de son appareil administratif, pivot de l'État. Il nous arrive souvent d'entendre qu'à la date du 30 juin 1960, lors de son accession à l'indépendance et à la souveraineté internationale, le Congo avait hérité d'une administration publique de bonne renommée et de très bonne réputation, exécutant alors ses missions avec efficacité, rendant des services publics de qualité et répondant aux besoins des citoyens. Mais au fil des années, cette renommée s'est progressivement effritée, avec notamment un cadre juridique obsolète,
des cadres organiques non uniformes et inadéquats par rapport aux besoins réels en ressources humaines, avec comme conséquence la définition peu claire des missions et des structures des ministères entraînant les chevauchements des compétences. Le blocage du processus de départ à la retraite, entraînant un cumul de près de 200 000 agents à retraiter aujourd'hui, au nombre desquels on comptait encore hier malheureusement des nonagénaires, voire des centenaires. Le plus vieux avait 109 ans, croulant sous le poids de l'âge plutôt que de bénéficier d'une retraite honorable. Des recrutements et promotions en grade irrationnel, sans considération préalable des vacances de poste, faisant ainsi exploser les cadres organiques des administrations, tandis que la formation et les perfectionnements du personnel demeurent des véritables sujets de préoccupation. L'hypermatérialisation due à un trop faible degré d'informatisation des services et les recours à des outils techniques de technologie et méthodes de gestion obsolètes. La précarité du fonctionnaire et de ses conditions de travail, entraînant des prestations de faible qualité, la démotivation presque généralisée à la suite d'un salaire marginal et disparate, un effritement des valeurs éthiques, de la conscience patriotique et du sens de l'intérêt général. Pas de cotation des agents, encore moins un système d'évaluation de leurs compétences. Une sécurité sociale et des soins de santé quasi inexistantes, des conditions de travail déplorables, des bâtiments délabrés, des mobiliers inexistants ou dépassés, des matériels de bureaux insuffisants et tellement vétustes, ne pouvant réellement servir, surtout en province et dans les entités territoriales décentralisées. L'absence d'une politique de rémunération et des avantages sociaux garantissant la dignité des commis de l'État et l'égalité de traitement devant la loi, entraînant la démotivation des fonctionnaires œuvrant dans les services moins bien rémunérés, pourtant vitaux pour la nation, et les déficits d'attractivité du secteur public, notamment par les jeunes. Une répartition déséquilibrée des effectifs entre Kinshasa et les provinces, la majorité d'agents étant concentrés dans la capitale, voire dans certains chefs-lieux de province, à cause de l'absence d'une politique d'attractivité des territoires, pour ne citer que ces mots-là. Face à ces tableaux sombres et à toutes ces faiblesses qui gangrènent notre administration publique depuis plusieurs décennies, particulièrement durant la période allant de 2001 à 2018, votre gouvernement, sous le leadership éclairé de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à qui je rends les hommages les plus respectueux, votre gouvernement, disais-je, a bien voulu y réserver des solutions systémiques en lieu et place des réformettes. Depuis notre avènement, et sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, nous agissons d'abord pour assurer la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec. Pour ce faire, après avoir procédé à l'identification biométrique de tous les agents des services publics de l'État, pour lesquels nous sommes présentement à l'étape de publication des annuaires alphabétiques et numériques, province par province, et nous poursuivrons très prochainement cette opération dans tous les services émargeant aux budgets annexes, ainsi qu'aux agents en activité dans les missions diplomatiques et consulaires. Pour le régime général, ces opérations
nous ont permis de partir d'un effectif déclaré de plus ou moins 1 450 000 fonctionnaires, agents et fonctionnaires, à plus ou moins 785 000 agents certifiés réguliers et 648 125 agents jusque-là effectivement identifiés. À travers l'identification biométrique sur toute l'étendue du territoire national, nous agissons pour l'avènement d'une administration où les effectifs, les actifs, retraités, rentiers de l'État, des effectifs de budgets annexes, où les alignements, en tout cas aux primes, sont contrôlés et réservés aux seuls agents publics et non aux doublons, aux fictifs, aux cumulards et autres détenteurs de faux numéros matricules. Nous rationalisons le fonctionnement des services publics en leur dotant chacun à ce qui le concerne d'un cadre organique définissant les missions, les postes d'emploi et les plafonds d'effectifs à ne pas dépasser. Ce faisant, nous mettons fin au chevauchement d'attributions entre ministères et services publics de l'État. 65 services sur 75 concernés sont désormais rationalisés. Et avant la fin de l'année, aucun service public ne devrait rester sur le carreau. Nous fluidifions la retraite et portons en nous l'espoir que notre pays cessera d'être le seul où le décès est l'unique voie de sortie de l'administration publique, où seule la tombe arrache les fonctionnaires de leur bureau de travail. Pour ce faire, nous pilotons la réforme ambitieuse de la sécurité sociale de toutes les catégories d'agents publics de l'État, garantissant à ces derniers des conditions de vie acceptables et humaines après leur mise à la retraite. Nous agissons pour faire triompher dans la fonction publique, notamment à travers l'ENA, l'École nationale d'administration, la promesse républicaine du droit à une égale accessibilité de tous les citoyens aux emplois publics, conformément à l'option assumée en faveur d'un rajeunissement compétitif et qualitatif. Nous recrutons donc désormais sur concours, donnant la chance à toutes les filles et à tous les fils de la République, sans préjudice, bien sûr, s'il est fait de quelques recrutements sur titre. Nous travaillons pour une administration publique où personne ne travaille sans percevoir son salaire à la fin du mois. Un salaire digne et équitable, qu'importe les services d'affectation ou le territoire de prestation. Je dois ici préciser que lors de notre arrivée aux responsabilités, nous avions trouvé plus de 691 000 agents non rémunérés. 691 000 agents non rémunérés, du fait notamment de recrutements irrationnels et budgétairement non programmés par le passé. De 2021 à 2025, plus ou moins 176 000 agents ont été mécanisés et 122 000 plus ou moins autres alignés à la prime. Ce processus d'inclusion salariale se poursuit. Par ailleurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a procédé le 24 avril dernier au lancement des travaux de l'élaboration d'une nouvelle politique salariale dans le secteur public, devant nous permettre de rationaliser les rémunérations, de lutter contre les inégalités et les écarts salariaux injustifiés, mais aussi et surtout de redéfinir les règles en la matière, permettant ainsi de rémunérer non pas
un numéro matricule, non pas un numéro matricule, mais plutôt un travail accompli et une performance. Nous agissons pour que, dans un monde en pleine mutation, où la digitalisation devient un enjeu de gouvernance, de célérité et d'efficacité, notre administration devienne moderne et que l'on ne se déplace plus à des milliers de kilomètres juste pour un oui ou pour un non. Nous agissons enfin également, et nous n'avons pas peur de l'avouer, pour une administration publique qui assure la promotion du genre et la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence faites à la femme. Pour ce faire, nous avons élaboré et publié le document stratégique pour la promotion de l'égalité de genre au sein de l'administration publique. Ces deux projets de texte susévoqués visent donc non seulement à cristalliser les résultats des réformes entreprises, mais sont également porteurs de rupture et de renouveau dans le secteur public, puisqu'ils introduisent pour le premier des principes innovants de gestion des ressources humaines de l'État, du régime général, et pour le deuxième, l'impérieuse nécessité de doter les agents publics de l'État, autres que ceux de carrière, d'un mécanisme souple et adapté de sécurité sociale. S'agissant du projet de loi, Madame la Présidente, je m'inverserai par rapport à l'ordre que vous avez donné tout à l'heure. Je commence par le deuxième texte. C'est-à-dire le projet portant statut, qui est le texte principal, oui, et je chuterai avec le projet sur la sécurité sociale. Non, c'est autorisé. Merci. S'agissant donc du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, il y a lieu de relever que quelques insuffisances et inadaptations ont été notées dans la mise en œuvre au quotidien de cette loi, dont la révisitation vous est soumise, qui avait remplacé, souvenez-vous, plus de 35 ans après celle de 1981. Ces faiblesses ont été notées et ces projets de loi apportent quelques modifications phares concernant singulièrement les règles d'accès dans la fonction publique, la rationalisation de la gestion de carrière, l'évaluation des compétences des agents et la mise à la retraite. Premièrement, des règles d'accès dans la fonction publique. Il s'agit de rationaliser les processus de recrutement en éradiquant notamment les phénomènes NU dans la fonction publique. Vous les connaissez, ces phénomènes. Ce projet reprend sans équivoque le principe d'égalité d'accès, la vacance préalable de postes et des programmations budgétaires préalables comme fondement de tout processus de recrutement, favorisant ainsi l'instauration d'une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. À partir de cette disposition, le gouvernement synchronise les processus de recrutement au regard des besoins de services exprimés, respectivement lors des conférences des effectifs et lors de conférences budgétaires, favorisant une politique efficace de la gestion des ressources humaines de l'État. Sont ainsi clarifiées
les rôles des différentes autorités dans la nomination ou la titularisation des agents à l'entrée dans la fonction publique pour éviter la confusion entretenue entre la nomination ou titularisation d'un agent et son admission sous statut. L'âge de recrutement est réfixé entre 18 et 35 ans. Deuxièmement, de l'instauration de la contractualisation dans la fonction publique. L'option levée par votre gouvernement est celle d'ouvrir la possibilité pour le service public relevant du champ d'application de la loi numéro 16/13 du 15 juillet 2016 de solliciter l'autorisation de recruter pour une durée déterminée, moyennant certaines conditions et modalités détaillées dans un règlement d'administration, le personnel contractuel, des fonctionnaires contractuels, des agents contractuels, donc sous contrat. Il s'agit d'un procédé exceptionnel qui concerne d'une part certaines catégories d'emplois requérant une certaine technicité ou une expertise spécifique, difficilement mobilisable, mais indispensable pour la réalisation efficace de politiques publiques. Et d'autre part, certains métiers relevant de la catégorie d'emploi d'exécution, éboueurs, paysagistes, cantonniers, etc., pour lesquels l'octroi des numéros matricules n'est pas nécessaire. Et ici, j'introduis en même temps la notion de la débureaucratisation de la fonction publique, parce que dans la mémoire collective, nos compatriotes, nos concitoyens pensent, lorsqu'il s'agit de la fonction publique, qu'être fonctionnaire, c'est travailler dans un bureau absolument. Et on a ainsi oublié qu'on peut être fonctionnaire de l'État et travailler manuellement dehors, comme paysagiste, comme éboueur, comme agent de surface. On a oublié cette catégorie de fonctionnaires. C'est pour cela que tous nos enfants vont dans des bureaux surplombés et qui n'ont plus d'espace. On en a de moins en moins dehors et nous voyons les spectacles que nos villes offrent en ce qui concerne le volet assainissement. Pour le métier relevant de catégories d'emploi d'exécution, justement, la loi fixe l'âge minimum à 18 ans, sans condition spécifique des diplômes, alors que pour les emplois requérant une technicité particulière et dans les buts d'assurer un encadrement législatif correctif, le recrutement n'est ouvert qu'aux personnes âgées d'au moins 40 ans et justifiant d'une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine de compétences considérées à la date d'ouverture du processus de recrutement. Aujourd'hui, dans la fonction publique, il est difficile d'utiliser un informaticien bardé de diplômes, expert, un crack qui peut aider l'État, tout simplement parce qu'il a 50 ans, l'âge étant plafonné à 35 ans. Et ici, par cette innovation, nous ouvrons la possibilité pour l'administration publique, pour l'État, d'utiliser ses compétences. Parce que si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas freiner l'hémorragie de la création de plusieurs structures d'experts autour de ministères, autour de nos administrations, pour pouvoir pallier à certaines faiblesses et appeler à des expertises rares. Cette réforme vise également d'attirer et de faire bénéficier au secteur public l'expertise acquise par certaines personnes, certains compatriotes,
de plus de 40 ans, je l'ai dit, pétris de talent et expertise accumulée aussi bien dans le secteur privé, para-étatique, que les organismes régionaux ou internationaux, dont la limitation actuelle de l'âge de recrutement à 35 ans, je l'ai dit, et les contraintes liées à la rigidité de la carrière dans la fonction publique constituaient jusque-là le point de blocage. Ils sont donc recrutés pour une période ne pouvant dépasser 5 ans, renouvelable une fois. Tout en restant dans les critères de recrutement des agents de carrière, un règlement d'administration est prévu pour déterminer les modalités d'exécution des contrats conclus pour ce faire. Troisièmement, de l'évaluation, cotation au signalement. Les caractères restrictifs de la cotation n'étant plus en phase avec la transformation fonctionnelle des services publics de l'État, il est plus que jamais opportun de réaliser une consécration des concepts évaluation en lieu et place de cotation ou du simple signalement. En effet, ceci semble plus compatible avec la gestion axée sur le résultat qui va induire le basculement vers le budget programme, parce qu'au bout d'une certaine période, maintenant, en principe, le chef hiérarchique et l'agent sous sa responsabilité discutent du niveau d'efficacité de ces derniers par rapport aux objectifs qui lui auront été assignés. Aussi, à chaque période de 3 ans, tous les agents de service sont soumis à un bilan de compétences permettant d'apprécier l'employabilité de chaque agent et de guider les possibilités de formation continue, d'encadrement ou d'évolution de carrière. Quatrièmement, de la retraite et du droit à la pension de retraite à titre posthume. La consécration de la retraite à titre posthume de l'agent qui décède en activité après la date à laquelle il avait rempli un des 2 critères de départ à la retraite, à savoir 65 ans d'âge et 35 ans d'ancienneté, est une innovation majeure en termes de justice sociale faite à celles et ceux des agents éligibles à la retraite qui sont surpris par la mort bien avant d'être effectivement mis à la retraite. Il s'agit donc là de la suppression, je l'ai dit tantôt, la suppression du décès parmi les circonstances de privation des avantages liés à la mise à la retraite. Par ailleurs, la loi introduit la possibilité de rappeler en activité sous régime d'agents contractuels et sans préjudice des conditions à préciser par règlement d'administration pour une période ne pouvant dépasser 12 mois, renouvelable une seule fois. Les fonctionnaires, rappelez donc les fonctionnaires déjà retraités, disposant des compétences spécifiques dont le service public pourrait encore avoir besoin pour son fonctionnement optimal ou l'encadrement des plus jeunes. Ceci entre dans le cadre de contrats intergénérationnels permettant aux plus vieux de transmettre leur savoir aux plus jeunes. Quant au deuxième projet, honorable Président, au deuxième projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État,
Il répond à un souci de conformité aux dispositions des articles 12 et 36 de la Constitution de la République, au terme duquel tout Congolais a droit à une protection de la loi et l'État a l'obligation d'organiser un système de protection sociale pour tout citoyen. Alors la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, qui a complété l'arsenal juridique sur la sécurité sociale en République démocratique du Congo, alors porté uniquement par la loi du 15 juillet 2016 portant régime général de sécurité sociale destiné essentiellement au secteur privé, avait pour ambition de répondre à l'obligation constitutionnelle relative à l'égalité de droit et des protections devant la loi. Cependant, dans la mise en œuvre de cette loi, il est très rapidement apparu qu'il subsiste des catégories d'agents publics qui ne sont couverts par aucune protection sociale et qui sont exposés au risque de précarité quasi certaine, surtout qu'il s'agit de ceux qui exercent des fonctions éphémères, notamment des fonctions politiques. Des études ont démontré que leur exclusion du système tenait en grande partie de la précarité de leurs emplois, qui ne peuvent pas permettre de le prendre en compte dans un mécanisme de pension et de retraite par répartition. Aussi, il n'existe pas à proprement parler d'âge de départ à la retraite dans ce genre de métier. Et nombreux sont celles et ceux qui ont occupé des fonctions importantes dans notre pays et qui aujourd'hui sont malheureusement plongés dans une déchéance sociale indescriptible. Ainsi, le présent projet de loi modificatif a le mérite d'instituer un mécanisme de protection sociale contributif par capitalisation, jugé plus adapté à la nature des emplois de ces catégories spécifiques d'agents publics qui ne font pas carrière et de ce fait ne peuvent souscrire au modèle traditionnel de sécurité sociale géré par répartition des charges et nécessitant une durée minimum de 15 ans de cotisation pour pouvoir prétendre à l'ouverture de droits à la sécurité sociale. À cet effet, une retenue à la source dont le taux sera déterminé par un décret du Premier ministre sera effectué sur la rémunération de chacun des agents assujettis et versé mensuellement à l'organisme gestionnaire qui est la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Et cet organisme gère et fructifie les cotisations de l'agent dans un compte individuel. Lorsque l'agent aura atteint 65 ans et qu'il aura cessé d'exercer l'un des emplois qui lui confère la qualité d'agent public, il pourra alors récupérer l'intégralité de ses cotisations, augmenter des intérêts générés. Néanmoins, même lorsqu'il n'a pas atteint 65 ans d'âge, l'agent qui a cotisé au moins 120 mois ou qui est frappé d'incapacité d'exercer un quelconque emploi peut bénéficier tout de même de l'intégralité de ces cotisations. À titre indicatif, seront assujettis au régime de sécurité sociale sur décrit les agents publics ci-après: les membres du gouvernement central, autres que le Premier ministre,
les gouverneurs de province, les membres de gouvernements provinciaux, les membres des organes délibérants et exécutifs des entités territoriales décentralisées, les membres du Conseil économique et social, les membres des institutions d'appui à la démocratie, les membres de cabinets politiques de toutes les autorités, enfin des autorités politiques. Généralement, c'est des mandats politiques, président de la République, les membres du bureau, les membres de cabinet, donc des membres du bureau de l'Assemblée, les membres du bureau du Sénat, les membres du gouvernement, membres de la Cour constitutionnelle, les chefs de juridiction et des parquets y rattachés, les gouvernements provinciaux, les membres du bureau des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que les membres du bureau des assemblées provinciales. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, dignes représentants du peuple, telle est la quintessence des projets de loi soumis à votre Chambre législative pour examen et adoption. Je dis et vous remercie pour l'attention que vous avez daigné m'accorder.